Bonjour à tous. Donc, il me revient... pardon, excusez-moi. Donc, à moi l'honneur de conclure un exercice difficile, notamment parce que les dommages climatiques concernent quasiment toutes les activités humaines, de très nombreux secteurs, avec leurs spécificités, et donc... une diversité des solutions, une diversité des problématiques, des questions, des politiques publiques. C'est pour ça, par exemple, que moi, j'ai du mal à lire le rapport sur le plan national d'adaptation sur le changement climatique, qui fait à chaque fois 150 pages et au moins 90 mesures, compte tenu de cette complexité, mais qui est inévitable. Et donc, au-delà de cette... donc, j'ai cherché à aller au-delà de cette diversité que nous avons vue aujourd'hui, pour en tirer un certain nombre de messages. Et alors, j'ai décidé de me concentrer sur la question des politiques publiques. Okay, je ne vais pas vous faire des messages, une synthèse générale sur ces sujets. Je vais me concentrer sur la question des politiques publiques. Avec, je crois qu'il y a 6 ou 7 messages sur le sujet. Voilà. Alors, premier message, il ne va pas y avoir beaucoup de chiffres affichés. Je vais mettre surtout des belles images. Premier message, qui est un constat. Homo sapiens, c'est une espèce animale qui est extrêmement adaptable. Elle s'est installée dans quasiment tous les écosystèmes terrestres. Elle a des outils pour faire ça. Elle a domestiqué le feu il y a très longtemps. Elle est sortie des cavernes, elle a fait des habitations, etc. Elle a fait de l'agriculture. C'est grâce à ces solutions qu'elle a réussi à s'en sortir. Et ces solutions sont là. Depuis la révolution industrielle, ces solutions sont des solutions qui reposent beaucoup sur la consommation d'énergie fossile. C'est ce qui nous amène d'ailleurs aujourd'hui avec ce changement climatique, ce stock de carbone dans l'atmosphère. Ces solutions sont là et elles sont utilisées aujourd'hui de manière spontanée par des acteurs pour s'adapter à un changement climatique qui est déjà en cours depuis une vingtaine d'années, 30 ans, et dont les effets se font sentir de plus en plus durement. Alors, j'ai mis quelques photos. On a pas mal parlé de climatiseurs. Je vais juste continuer un petit peu. La photo en bas à gauche, c'est un immeuble en Chine, avec une adaptation spontanée de ménages chinois qui installent des climatiseurs dans leur logement. Il y avait un taux d'équipement de climatiseurs dans les années 60 en Chine qui était égal à quasiment 0. 60% des logements chinois sont aujourd'hui climatisés. Okay. Ils les ont climatisés non pas pour s'adapter à un climat qui a changé entre les années 60 et 2025. Ça n'a pas été ça qui a conduit à cette explosion des taux d'équipement de la climatisation. Ce qui a conduit à ça, c'est l'augmentation des revenus, donc on en revient à la question du développement, bien abordé, la croissance économique, qui a fourni des capacités financières à ces Chinois pour acheter et installer ces climatiseurs. Bon, d'autres exemples sur ces photos. L'irrigation, 22% des surfaces agricoles en Asie sont déjà irriguées. C'est 3% en Afrique, juste. Et là, il y a sans doute une marge pour de l'adaptation. Eh bien, les agriculteurs partout dans le monde s'adaptent en pompant plus d'eau dans les réservoirs, etc. Vous avez des stations de ski qui achètent ce qu'on appelait des canons à neige et qu'on appelle maintenant des enneigeurs. C'est plus politiquement correct. Canon, c'est vrai que c'est un peu effrayant. 70% des surfaces des pistes de ski en Autriche sont alimentées par de la neige cultivée, 70%, 40% en France. Et puis il y a des solutions qui sont moins techno, moins carbone intensives,
Ça, c'est ma photo de droite, en haut à droite. Alors ça, c'est pour les agronomes qui sont dans la salle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un a la réponse? C'est du sorgho. Voilà, très bien. C'est du sorgho. Bon, le sorgho, en gros, c'est une alternative moins gourmande en eau au maïs. Donc une manière de s'adapter, c'est aussi de remplacer du maïs gourmand en eau par du sorgho. Peut-être en lieu et place de ma photo du bas au milieu, qui est de continuer à faire du maïs en l'irriguant de plus en plus. Bon, ça c'est le premier constat. Il y a une adaptation spontanée qui est en cours. Cette adaptation spontanée, j'ai commencé à l'évoquer, c'est une adaptation qui est souvent gourmande en ressources naturelles et émettrice de gaz à effet de serre pour une raison de base qui est qu'on pioche dans la boîte à outils que l'on a aujourd'hui. Et cette boîte à outils des solutions, c'est celle du monde thermofossile. En ce moment, j'utilise beaucoup cet adjectif qui vient d'un bouquin de Pierre Vels, que je vous conseille. Voilà. Et donc se pose la question tout de suite de la maladaptation. Bon, je continue sur les climatiseurs, j'essaie de ne pas trop en parler quand même. Si je prends les climatiseurs, par exemple, je parle maintenant de l'Inde. Donc l'Inde est à des taux de croissance qui sont à peu près ceux qui étaient ceux de la Chine il y a 20 ans. Les 3-4 dernières années en Inde, les taux de croissance ont été autour de 8% par an. Il y a aujourd'hui 5% de climatiseurs installés en Inde. Il y a des besoins de rafraîchissement qui sont colossaux, beaucoup plus importants qu'en Chine, où c'est 60% des logements, beaucoup plus importants qu'aux États-Unis, où c'est 100%, 90% des logements, nous a-t-on dit ce matin. Il y a une classe moyenne qui est en train d'acheter des climatiseurs en Inde. L'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'ils vont être 50%. 50% des logements indiens seraient équipés en 2050, donc 2050 dans 25 ans, avec un mix électrique qui est à 65%, j'ai potassé les chiffres, du charbon aujourd'hui. Et donc, oui, la question de la maladaptation, elle est absolument cruciale. Et alors là où elle est compliquée, alors je continue sur le climatiseur, mais après je vous promets, j'arrête sur le climatiseur. Le climatiseur est un sujet qui est très pratique pour donner des messages généraux. Résoudre ce problème de la maladaptation est compliqué. C'est pas simple, il ne suffit pas de dire ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Le problème, c'est qu'on a un certain nombre de ces solutions de la boîte à outils historique qui sont des outils qui sont très efficaces du point de vue de leur performance, ce que j'appelle l'efficacité privée. Un climatiseur, c'est un outil magnifique pour avoir 25 degrés dans une chambre quand il fait 35 degrés dehors. Et les solutions alternatives, par exemple ici, la photo vise à représenter la végétalisation urbaine, sont des solutions qui n'atteignent pas ce niveau de performance. Vous n'allez pas réussir, avec une canicule à 35-40 degrés, à avoir 25 degrés dans une chambre la nuit, avec de la végétalisation urbaine. Ça va faire du job, ça va faire une partie du job, mais ça n'ira pas à ce niveau de performance. Et donc on se retrouve dans une situation finalement très classique, et pas seulement sur l'adaptation, sur plein de sujets, où on a ce dilemme entre cette performance, cette efficacité privée, et puis ces coûts environnementaux. Et pour ça, on a un outil dans nos économies qui s'appelle les politiques environnementales. Et en particulier la politique d'atténuation. Bon, j'ai cité le cas de l'Inde avec ses 65% de centrales à charbon. Vous voyez en quoi il est absolument décisif de combiner de l'adaptation qui sera partiellement énergie intensive avec des politiques d'atténuation. Donc, complémentarité. Seconde complémentarité, donc l'adaptation a besoin d'atténuation. L'atténuation a aussi besoin d'adaptation. Pourquoi ? François a évoqué ce sujet ce matin, parce que, donc j'ai fait un screenshot en bas à gauche, merci à un copyright, c'est les ateliers de l'adaptation au changement climatique, merci à eux. Je trouve que l'image est particulièrement parlante. Quand on parle d'atténuation, on parle d'une machine très inerte. Quand on supprime une tonne de CO2, ça va avoir un effet bénéfique pendant longtemps. Et globalement,
alors que quand on fait de l'adaptation, le bénéfice, il est plutôt de court terme, immédiat. Vous installez, vous passez au sorgho, la récolte suivante, si vous l'avez fait pour vous adapter à des stress hydriques, vous avez des bénéfices. Et ce sont des bénéfices qui sont locaux et qui ne passent donc pas par la négociation internationale, en tout cas pas aussi centralement que l'atténuation. Alors là, c'est pour ça que j'ai mis Trump. C'est pour illustrer le mot vicissitude qu'il y a dans le slide. Donc Trump nous a déjà fait sortir 2 fois, est déjà sorti 2 fois de l'accord de Paris. Cette volatilité, ce caractère chaotique de la négociation internationale, hein, qui porte d'abord sur l'atténuation, donne une place décisive à l'adaptation. Message suivant, alors là, c'est le message que je vais appeler le message de la Banque mondiale et de Stéphane Algat. C'est que l'adaptation, alors je le dirais de manière brutale, l'adaptation est injuste. C'est-à-dire que s'adapter, c'est coûteux. C'est pour ça que les ménages chinois se sont adaptés quand ils sont devenus riches et pas avant, avec des climatiseurs. C'est coûteux. Or, le dommage qui est au final supporté par les humains, c'est la combinaison à la fois d'une exposition physique au choc climatique et leur résilience, leur capacité à modérer ces impacts, la capacité d'adaptation. Et de ce point de vue-là, si on raisonne au niveau global, on a vraiment une double peine qui s'installe avec, alors c'est ce magnifique graphe qui n'est pas non plus effectivement super pour faire de la communication scientifique de haut niveau, comme disait Stéphane tout à l'heure. C'est normal, c'est un graphe qu'on a fait avec, je ne sais pas s'il est encore là dans la salle, Simon Touboul. Alors sur ce graphe, vous avez simplement, chaque point est un pays. Vous avez en axe horizontal le risque climatique, donc l'exposition au risque physique, et en axe vertical, la capacité d'adaptation. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une droite de régression qui identifie la relation moyenne qui soit croissante, hein, c'est-à-dire plus de capacité d'adaptation quand on est plus exposé au changement climatique. C'est ce qui devrait se passer, c'est l'inverse qui se passe. La droite est décroissante, hein, plus vous avez de capacité d'adaptation, moins vous êtes exposé au risque physique. Et plus vous êtes exposé au risque physique avec peu de capacité d'adaptation, plus vous êtes pauvre, parce que la pauvreté, ce sont les pays qui sont avec des losanges noirs, hein, sur le graphique. Okay. Et donc, du coup, il y a cette idée que, en termes de politique publique, un gros sujet, c'est la nécessité d'aller aider ces pays. On a parlé d'aide au développement il y a un instant, aider ces pays à faire de l'adaptation. On a vu ce matin, je crois que c'est des chiffres qui ont été cités par Valérie, 26 milliards d'euros donnés sur l'adaptation pour des besoins estimés. Alors ça, je vais prendre, parce que je ne me souviens plus de ton chiffre, mais Stéphane, c'était 300 ou 400 milliards d'euros de besoins. 26 milliards, 400 milliards. Sachant qu'on donne plus que 25 milliards ou 26 milliards aujourd'hui, on donne au moins 100, 120 milliards, enfin, mais on le donne d'abord pour l'atténuation, alors que le sujet principal pour ces pays-là, c'est l'adaptation plus que l'atténuation d'émissions qui sont pour l'instant extrêmement modestes. Cette question de la justice, de l'équité, elle se pose aussi à l'intérieur des pays, mais de manière différente. Donc c'est un autre message sur les politiques publiques. En France, alors là je vais parler de la France, en France, les populations les plus modestes ne sont, à la différence du graphe précédent, ne sont pas les plus exposées au choc climatique. C'est plus compliqué que ça. Les populations exposées aux vagues de chaleur en France sont plus riches que ceux qui sont moins exposés aux vagues de chaleur. Okay. Les gens qui sont en bord de mer, exposés à de la submersion en France, sont plus riches que ceux qui ne sont pas exposés aux submersions. Les gens qui sont exposés aux inondations à l'intérieur des terres sont plus pauvres que la moyenne. Bon, tout ça pour dire que derrière, il y a de la complexité sur l'exposition physique. En quoi c'est important, ça, du point de vue de la politique publique, cette hétérogénéité, c'est qu'on a tendance à mettre en place des systèmes de politique publique
qui protège ceux qui sont exposés. Alors c'est pour ça que j'ai mis cette villa magnifique sur le bord de l'eau. Bon, je pense qu'elle est plutôt aux États-Unis qu'en France d'ailleurs. Cette villa magnifique, si elle se fait détruire par une submersion côtière, en France, si elle est en France, elle est protégée par le régime d'assurance de mutualisation des risques qui s'appelle CatNat, enfin, catastrophe naturelle, que nous finançons tous avec une contribution obligatoire sur nos polices d'assurance, donc par une taxe en fait, sur nos polices d'assurance. Eh bien, cette maison-là, qui vaut très très cher, eh ben, nous allons financer sa reconstruction ou l'indemnisation à la valeur de sa valeur immobilière, tous ensemble. Alors que si c'était une maison qui était habitée par quelqu'un de plus modeste, 100 mètres plus loin, on va aussi l'indemniser, mais évidemment à des niveaux qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui ont tendance à être des systèmes fondés sur ce qu'on appelle l'équité horizontale. L'État, la puissance publique, traite tout le monde de la même manière. Aller chez le médecin généraliste, c'est gratuit pour tout le monde. Ça s'appelle la sécurité sociale, pour les médecins, quand on va voir un médecin du secteur conventionné. Conventionné, je ne sais plus quel numéro, 2, 3, je ne sais plus. Bref, celui qui fait le tarif dit de la Sécu. Bolloré, quand il va voir ce médecin-là, 0. Okay. Un smicard qui va voir ce médecin, 0. Tout le monde pareil. Okay. Non. Là, le régime CatNat, c'est pareil. Okay. Vous avez une superbe maison qui coûte 1 million, vous êtes protégé de la même manière que quelqu'un qui a un logement beaucoup plus modeste. Je pense qu'il faut, un des enjeux des politiques publiques d'adaptation en France, c'est d'injecter plus d'équité, ce qu'on appelle l'équité verticale, d'avoir aussi une priorité dans la protection, dans les politiques de protection qui privilégient non plus les plus exposés, mais les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui ont moins de capacité d'adaptation à ces chocs climatiques et qui sont, c'est corrélé avec le revenu, plutôt plus modestes. Bon, et puis je finis, on est dans un temple du savoir, donc je finis sur l'apprentissage. C'est un mot qui a été beaucoup prononcé aujourd'hui. Donc j'ai dit que l'homme était très très adaptable, sauf que là le problème c'est qu'il était très adapté à un vieux climat qui est stable depuis l'invention de l'agriculture, depuis 10 000 ans. Et puis là, depuis 20 ou 30 ans, ce climat il change, hein, et donc on bascule dans un nouveau climat, et donc il va falloir apprendre à vivre dans un nouveau climat. Et avec des tas de décisions qui sont prises en permanence, de manière spontanée, ou par des agences publiques, par des États. Et pour alimenter ces décisions avec de la rationalité et de l'intelligence, il faut apprendre. Il faut faire de la bonne recherche. Je crois qu'on en a vu des exemples aujourd'hui. Il faut qu'on communique vis-à-vis du public sur ces sujets, vis-à-vis des collectivités locales. C'est par exemple le rôle de ce qu'on appelle la TRAC, la trajectoire de réchauffement de référence au changement climatique, qui dit il faut que tout le monde là s'adapte, ça définisse des stratégies d'adaptation qui sont compatibles avec une France à plus 4 degrés. C'est une espèce de direction qui est donnée par la puissance publique. Voilà, je voulais finir là-dessus. Non, je vais finir en fait par une phrase de notre bouquin, François. Quand je l'ai lu, je l'ai trouvé parfois un peu empoulé d'ailleurs. Je crois que c'est moi qui l'avais rédigé. Mais je vais la lire quand même. Si nous parvenons à accompagner l'adaptation avec des politiques de protection de l'environnement et de protection des plus fragiles, parions que l'adaptation aura su nous éviter le pire. Considérons-la aujourd'hui pour ce qu'elle est, une raison d'espérer et non le symptôme d'une atténuation ratée. Voilà. Monsieur Touzard sera d'accord avec moi, la raison d'espérer, je pense que... Oui. Je vous remercie.